Bonjour à tous mes chers amis, je vais vous raconter aujourd'hui une nouvelle histoire, l'histoire de Matthew Cohen. Matthew Cohen est un businessman dans le domaine du textile et son activité l'emmène à voyager à travers le monde. Et il a une grande particularité, ce monsieur Cohen, c'est que dans chaque pays où il se rend, il essaye toujours de trouver un petit peu la vie juive qu'il y a dans cette ville ou qu'il a pu avoir dans le passé. Et son plaisir à lui, c'est d'aller visiter les synagogues et de trouver des traces, une empreinte juive de l'endroit où il visite. Et il raconte que dans tous les pays où il a voyagé, que ce soit en Chine, que ce soit dans les pays d'Asie, que ce soit dans les pays d'Amérique du Nord, dans tous les pays où il s'est rendu, il a toujours trouvé une synagogue, un cimetière juif, il a toujours trouvé une trace juive, soit encore vivante, soit une histoire passée qui rappelait donc une vie juive dans l'endroit qui visitait dans le cadre de son activité. Et il raconte que l'endroit où il a eu le plus de mal à trouver, c'était en Indonésie. Une grande ville, je ne veux pas dire de bêtises, je crois que ça s'appelle Barassi, quelque chose comme ça, ne me prenez pas au mot. En tout cas, dans cette ville de 30 millions d'Indonésiens quand même, 99% musulmans, il n'a pas trouvé de vie juive, jusqu'à ce qu'il fasse une petite enquête, il avait beau chercher, et on lui a parlé d'il y a très très longtemps une synagogue qui se trouvait dans cette ville-là. Alors il cherche l'adresse, il trouve l'adresse, il arrive effectivement, il voit un bâtiment très ancien, avec très discrète, une Magen David comme ça qui rappelle que c'était peut-être une synagogue. Les portes sont closes, il essaye de faire le tour du bâtiment pour essayer de rentrer par derrière, etc. Rien à faire, impossible d'accéder au bâtiment. Et au moment où il s'apprête à partir, une dame sort de l'immeuble d'à côté et elle lui dit « Est-ce que vous souhaitez visiter le bâtiment ?» Il dit « Ah oui, avec plaisir ». Et elle prend la clé, elle lui ouvre la porte, il rentre dans le bâtiment avec elle, et là il voit une photo du rabbi de Lubavitch. Donc déjà, ça a emmené à ce qu'il y ait des gens qui étaient là depuis pas si longtemps que ça. Et puis une photo du 770, le fameux bâtiment qui se trouve à New York, où le rabbi de Lubavitch avait l'habitude de donner ses cours, où il habitait, où il vivait. Donc il se dit, bon, il y a des gens qui sont venus encore il n'y a pas très longtemps, il y avait encore peut-être des juifs qui étaient là. Et il pose la question à la dame, et elle lui dit, je vais vous dire, ma grand-mère est juive, il y a pratiquement plus du tout de juifs aujourd'hui. En tout cas, ceux qui le sont, ils auraient peut-être une ascendance juive, mais vraiment très éloignée. Mais voilà, moi, ma grand-mère est juive. Est-ce que ça fait de moi une juive ? Et il lui demande, mais c'est ta grand-mère maternelle ? Elle lui répond oui. Elle lui dit, alors oui, tu es juive, puisque ça se transmet de mère en fille et en fils, donc oui, tu es juive. Et elle lui dit, alors viens. Et elle le fait rentrer dans sa maison. Et là, sa grand-mère et sa mère et elle donc sont présentes dans la maison, et il fait connaissance donc dans cette ville où de 30 millions d'habitants, où il n'y a aucune trace de vie juive, il rencontre des juifs. Et il lui demande, est-ce que tu es mariée ? Elle lui répond oui, et elle est mariée avec un musulman de la ville locale. Et tu as des enfants ? Elle lui dit oui. Quel âge ils ont ? Il dit voilà, il y a le petit David, elle l'a appelé par un prénom juif, il a 12 ans, et la petite Hana, donc, qui a 8 ans. Et je dis, mais alors tes enfants sont juifs ? Et à ce moment-là, les enfants rentrent de l'école et le petit David, très surpris de voir un occidental, on va dire, dans la maison, qui c'est ? Et elle lui explique que voilà, il est venu dans la synagogue, etc. Et lui, tout de suite, il lui parle dans sa langue, il comprend pas un mot d'indonésien, et il lui dit, et il a un discours comme ça un peu enflammé. Alors il demande à la mère, qui parlait un petit peu anglais, est-ce que tu peux m'expliquer ? Qu'est-ce qu'il dit ? Il dit voilà, il a 12 ans, il sait qu'il va y avoir sa bar mitzvah dans quelques mois, et il aimerait voir comment ça va se passer. Il pose plein de questions sur sa bar mitzvah. Il dit mais comment il sait la bar mitzvah ? D'où il est au courant ? D'où il sait tout ça ? Et elle lui explique, elle a quand même expliqué que c'est quelque chose, et puis lui s'est renseigné un peu sur Internet, et effectivement, il veut faire sa bar mitzvah. Alors, il s'engage à ce que, une fois de retour dans je crois qu'il vivait aux États-Unis ou en Angleterre. Une fois de retour en Angleterre, il échangerait avec David. Il aurait une correspondance par mail pour pouvoir lui donner un petit peu les bases comme information par rapport à la bar mitzvah. Et il s'engagerait à ce que donc ça passerait par sa mère qui viendrait traduire pour qu'il puisse échanger un petit peu. Et entre-temps que lui, il essaye apprendre à parler l'anglais, ça permettra quand même d'échanger plus facilement. Et c'est ce qui s'est passé. Le petit, il a commencé à apprendre à parler l'anglais vraiment très vite pour pouvoir échanger plus facilement avec donc Monsieur Cohen. Et Monsieur Cohen de lui expliquer, voilà, la bar mitzvah, les tefilines, tu vas passer maintenant dans une vie d'adulte, et puis lui, sur les tefilines, il bute, il lui dit, mais comment ça se passe les tefilines, explique-moi, et où est-ce qu'on achète ça, et ici, je vais jamais trouver ça en Indonésie, mais moi, je veux mettre les tefilines, et vraiment, le petit, il est motivé à vouloir avancer, et le petit, il dit, mais et ça coûte combien des tefilines ? Et il sait, Monsieur Cohen, qu'en Indonésie, le salaire moyen, c'est $50 par mois. S'il lui annonce un tarif à $500, le petit, il va jamais trouver cette somme-là. Et il lui dit, ça coûte à peu près dans les $500, mais tu sais quoi, regarde.
Ce que tu arrives à réunir pour acheter, moi je viens, je complète et je t'achète ta paire de tefilines. Et c'est ce qui s'est passé. Quelques mois après, il devait retourner en Indonésie. Il arrive avec la paire de tefilines. Il s'apprête à donner la paire de tefilines au petit et le petit lui donne une enveloppe avec la totalité de l'argent. Il dit mais comment t'as fait? Il dit je suis parti, j'ai tourné partout. J'ai pris déjà toutes mes petites économies, les 2 et 3 dollars que je gagnais à chaque fois que j'allais travailler chez mon oncle et un autre oncle et une cousine et une tante et mes parents et on s'est tous mis. Et voilà, j'ai réussi à réunir la somme. Et il lui a payé tous les tefilines. Et donc Monsieur Cohen lui laisse la paire de tefilines avec une vidéo, une cassette, avec une explication comment mettre les tefilines. Et il lui dit voilà, 1 mois avant la bar mitzvah, commence à t'entraîner, mets les tefilines, et puis on verra comment ça va s'organiser. Puis il se dit bon, le petit, peut-être que... Mais non, dans cette correspondance qu'il continue à entretenir avec lui, il se rend compte que le petit veut absolument fêter sa bar mitzvah. Il dit mais comment tu veux fêter ta bar mitzvah? Il n'y a pas de minyan, il n'y a rien là où tu es. T'es le seul juif au milieu de 30 millions de musulmans. Comment tu veux pouvoir fêter la bar mitzvah? Je sais pas, aidez-moi Monsieur Cohen s'il vous plaît, on est prêt à faire tous les efforts de notre côté. Monsieur Cohen se rapproche du Rav Kantor et du Rav Wilhelms, qui sont les Shlichei Chabad de Thaïlande. Il se met en contact avec eux à Bangkok. Ils échangent. Ils arrivent à ce qu'ils acceptent d'organiser la bar mitzvah du petit David de cette ville de Barassi en Indonésie. Et il prévient les parents, il leur demande l'autorisation. Et il s'avère que même le père musulman est d'accord pour aider son fils à fêter sa bar mitzvah. Et voilà comment un voyage s'organise, il met de son argent pour financer, parce que c'est des gens qui vivaient avec les moyens qu'on connaît, c'est pas des gens qui avaient beaucoup de moyens. Il finance de son argent les billets d'avion pour toute la famille, pour la petite Anna, pour la grand-mère, pour la mère, pour la maman du bar mitzvah, pour le bar mitzvah, et même pour le papa musulman. Et voilà que toute la famille arrive en Thaïlande, à Bangkok, pour fêter la bar mitzvah. Ils racontent qu'ils ont passé un Shabbat extraordinaire et que le petit, il est monté à la Torah. Le dimanche, il a mis des tefilines. Ils lui ont fêté sa bar mitzvah exactement comme n'importe quel autre enfant juif dans le monde. Et comment cet enfant, il a montré cette force de persuasion de vouloir avancer dans le Derech HaTorah. Et bien aujourd'hui, il raconte que cet enfant, il vit à Jérusalem, il s'est marié, il est papa d'une petite famille. Ces enfants fêteront leur bar mitzvah exactement comme n'importe quel autre enfant juif ici en Israël. Cette petite Hana, sa petite sœur, est dans un séminaire aujourd'hui en Israël où elle étudie la Torah à 100%. Et tout ça parce que sa maman, elle raconte que chaque matin, avant de faire la connaissance de Monsieur Cohen, chaque matin, elle ouvrait avec sa petite clé la porte de cette synagogue. Elle se mettait devant la photo du Rabbi de Lubavitch et elle disait « Rabbi, priez pour moi auprès de Dieu pour que je puisse accompagner mes enfants dans la derrière de la Torah et qu'ils n'oublient jamais leur identité juive. » Et elle priait ça tous les matins jusqu'au jour où elle raconte que quand elle a vu ce juif tourner autour de la synagogue, elle a compris que ses prières avaient été exaucées et qu'il fallait que maintenant elle fasse tout ce qu'il faut, qu'elle puisse faire tout ce qu'il faut pour que, Bezrat Hashem, les choses se passent comme elle le souhaitait. Et voilà comment une maman juive, quand elle pleure pour ses enfants et quand elle prie pour ses enfants, les prières ne sont jamais vaines. À très bientôt les amis.